Bonsoir à toutes et à tous et à tous ceux qui nous suivent à distance, qui sont très nombreux encore ce soir. Je suis très heureux d'accueillir Joël Barre, délégué général pour l'armement. Je dirais que d'une certaine manière, sur ce cycle guerre technologique et rivalité politique, il était la personne qu'il fallait entendre, notamment pour la France, car complètement dans ses fonctions au cœur du sujet et des conférences de ce cycle annuel. Joël Barre, après des études à l'école polytechnique, à l'école nationale supérieure de l'aéronautique, a fait une grande partie de sa carrière d'abord dans la maison qu'il dirige aujourd'hui, à la DGA, d'abord au laboratoire de recherche balistique, ce qui l'a amené presque naturellement à s'intéresser aux missiles, et aux missiles à l'époque ASMP, il n'était pas encore adapté, c'est-à-dire le missile de la dissuasion nucléaire, des forces aériennes de notre dissuasion nucléaire. Puis ensuite, ce qui va orienter aussi la suite de sa carrière, qui a été très dominée par les problématiques spatiales, il a été responsable du programme Hélios, ce qui l'amène à intégrer donc une longue première partie de carrière, presque plus de 15 ans, à la DGA, et à partir de 1997, vous entrez au CNES comme directeur de programme, puis à la SNECMA, à la direction de l'espace, des moteurs et des fusées, en prenant notamment la direction de la division moteurs spatiaux ensuite, puis la direction du centre spatial de Kourou, et en 2017, comme directeur général délégué, la direction du CNES. 2017, vous êtes nommé délégué général pour l'armement à cette direction générale qui a été au départ créée par le général de Gaulle, délégation interministérielle, délégation ministérielle, direction générale. Au fur et à mesure de ces évolutions, d'une géométrie qui a varié, qui a notamment beaucoup varié dans la période post-guerre froide, dans les années 90, accompagnant la désarsenalisation, la dénationalisation de tout le pan industriel de cette délégation. Et nous avons entendu l'année dernière votre prédécesseur Laurent Collet-Billon, donc que vous remplacez à partir de 2017. Sur un poste que les autorités de notre pays ont décidé d'ailleurs de prolonger très récemment. Et voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir au moment où est aussi annoncée la prolongation de votre mandat. Alors, je le disais, depuis 1961, cette aujourd'hui direction générale de l'armement a une place absolument essentielle dans notre pays pour le ministère de la Défense, puisque c'est cette direction générale qui a été en charge de la conception, du développement de tous les grands programmes qui ont structuré les équipements des armées. Et d'une certaine manière, dans ce ministère des armées, désormais, ministère de la Défense, longtemps, c'est de ce dialogue entre les états-majors et la DGA que naissent la programmation de nos équipements militaires. Et au départ, bien sûr, les grands programmes de la dissuasion, j'ai évoqué tout à l'heure les programmes spatiaux, mais l'ensemble des grands équipements majeurs qui équipent nos armées de terre, notre marine et notre armée de l'air. Donc on voit bien la place essentielle au sein du ministère des Armées, mais je dirais une place aussi très importante au cœur de l'État, ne serait-ce que parce que cette DGA se trouve être le premier acheteur public avec à peu près 14 milliards de commandes annuelles, ce qui fait de la DGA le maître d'œuvre des plus gros budgets d'investissement de l'État, et en plus de ça sur des équipements qui ont à voir avec la recherche, des développements technologiques. J'en viens donc au deuxième élément, qui est évidemment, après les budgets civils de recherche et de développement, ce n'est pas tout à fait les mêmes périmètres dans la manière de diviser la recherche amont, l'innovation, l'industrialisation, et les développements et l'industrialisation entre recherche civile et recherche militaire. Mais on peut dire que, bon an, mal an, le budget consacré à la recherche et l'innovation à la DGA, c'est à peu près 1 milliard.
992 ou 15, je ne sais pas le chiffre d'ailleurs exact du PLF, de la loi de finances 2022, mais vous nous le direz sans doute. Par rapport à un budget civil de recherche et développement, donc pas tout à fait sur le même périmètre, qui est à peu près de 3,5 milliards, de 3,5 milliards à 3,9 milliards, ça dépend évidemment des années. Donc on voit bien que dans notre pays, quand on compare à l'international des scores sur l'effort fait en faveur de la recherche, de la technologie, de l'innovation, eh bien ce pan est tout à fait important, d'autant qu'il a une cohérence particulière, alors que l'autre budget, évidemment, est réparti entre toute une série de secteurs de recherche. C'est 10 000 hommes, la DGA, c'est 18 sites, 9 centres de recherche. C'est aussi le soutien, pas seul cette fois, parce qu'au sein du ministère des Armées, d'autres acteurs participent à cet effort, mais un soutien au commerce des équipements aéronautiques et de défense, aux exportations qu'on évoquait la fois dernière, notamment avec Éric Béranger, parce que pour son entreprise, pratiquement 50% du chiffre d'affaires se faisait et se fait à l'export. Et donc, vous le voyez, on évoquait la fois dernière également les prises de commandes en Indonésie, le fait que pour notre pays, pour notre industrie, les débouchés à l'exportation sont une condition quasi sine qua non de l'autonomie des approvisionnements que nous conservons grâce à ce travail de la DGA, qui est au cœur d'une toile qui évidemment a des prolongements vers des centres d'essai, je les ai évoqués, mais aussi vers une base industrielle et technologique de défense très importante qui singularise notre pays avec un certain nombre de grands acteurs. Je vais vous passer la parole. Les choses sont à peu près, sont connues de vous, mais je les répète à chaque fois dans la présentation. Vous avez le temps qu'il convient dans l'heure qui suit pour présenter votre propos. L'Europe de l'armement, conditions d'affirmation géopolitique et stratégique. Puis ensuite, peut-être un échange entre nous. Si vous le permettez, j'interviendrai dans le cours de votre intervention si c'est nécessaire ou pour vous poser une question. Et puis autrement, ce sont les questions de la salle et nous conservons à la fin quelques minutes pour l'interview qui est notamment immédiatement diffusée à distance sur nos réseaux sociaux. Eh bien, il me reste à vous céder la parole. Et encore bienvenue et merci d'être là ce soir. Merci, monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, écoutez, je suis très heureux, effectivement, d'être devant vous ce soir pour parler de l'Europe de l'armement. Et très exactement, d'ailleurs, comme le titre de l'intervention le stipule, des conditions d'affirmation géopolitique et stratégique qui sont associées à cette Europe de l'armement. Alors, si vous me le permettez, en introduction, je voudrais d'abord peut-être rappeler ou indiquer, souligner que depuis 2017, c'est-à-dire depuis 2017, depuis l'arrivée du président de la République et de son gouvernement, nous avons connu un développement très significatif de l'Europe de la défense. J'y reviendrai d'ailleurs plus en détail tout à l'heure, avec en particulier au niveau de l'Union européenne à Bruxelles, donc des initiatives importantes comme la coopération structurée permanente, le Fonds européen de défense, chose que je vais détailler dans un instant. Et alors que nous avons un rendez-vous important au mois de mars prochain, puisque c'est au mois de mars prochain que l'Union européenne doit approuver ce qui s'est appelé la boussole stratégique, là aussi j'y reviendrai. Je vais donc essayer de résumer devant vous ce soir les principaux défis que les Européens que nous sommes doivent relever ensemble afin de construire cette Europe de la défense. Cette Europe de la défense qui monte en puissance, qui soutient, comme vient de le dire monsieur le professeur Gauthier, donc une base industrielle et technologique qui est importante, une base industrielle et technologique européenne forte, qui doit être résiliente. Et la France, je crois, veut être un peu la locomotive de cette Europe de la défense, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer devant vous ce soir. Pourquoi faut-il une Europe de la défense? Pourquoi la France pousse-t-elle ce concept, cette idée, à l'échelle de l'ensemble de notre continent? C'est évidemment pour renforcer son autonomie stratégique qui nous est nécessaire, à nous, les Français, comme aux autres pays européens,
pour faire face aux défis futurs qui sont les nôtres, dans un contexte géopolitique que vous connaissez, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Le retour des États-puissances sur la scène internationale, le durcissement des rivalités entre les puissances, y compris les puissances intermédiaires, la menace terroriste, bien entendu, qui persiste, bien sûr, l'avènement des nouveaux champs de conflictualité, comme l'espace exo-atmosphérique, mais aussi le cyberespace, l'arrivée de nouveaux entrants sur les marchés d'armement, sur lesquels je vais revenir dans un instant, des nouveaux entrants qui sont souvent agressifs, je pense à la Turquie, je pense à la Chine, qui sont aujourd'hui désireux de faire rayonner leurs industries de défense à l'international sur ces marchés internationaux. Et donc la France entend aider à construire cette Europe plus forte face à la multiplication de ces défis. Et je crois que la meilleure chose que nous avons à faire pour entraîner avec nous les autres pays européens, c'est d'abord d'avoir une politique nationale d'armement qui soit forte. Et si vous le permettez, dans la première partie de mon intervention, je voudrais revenir sur cette politique d'armement que nous menons en particulier dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, donc qui vient d'entrer en cette année 2022 dans sa 4e année d'exécution. Cette année 2022 sera à nouveau caractérisée par une augmentation du budget de notre programme d'investissement en matière d'armement. Le professeur Gauthier vient de l'évoquer en termes d'ordre de grandeur. Nous aurons effectivement en 2022 une annuité de paiement qui s'élèvera à presque 15 milliards d'euros. C'était 10 milliards en 2017. Donc vous voyez que de 2017 à 2022, c'est-à-dire en 5 ans, donc la contribution de la France en matière de paiement à ces systèmes d'armement a augmenté de 50%. Ceci montre bien l'effort particulièrement important que le président de la République, que son gouvernement et que le Parlement, à travers en particulier le vote de cette loi de programmation militaire, ont voulu accomplir en matière de défense, en particulier donc sur ce qui nous préoccupe ce soir, c'est-à-dire l'équipement des forces. Alors, qu'est-ce que, d'ores et déjà, cet effort budgétaire, donc encore une fois très significatif, a permis de faire? Je citerai simplement quelques exemples. Pour ce qui concerne l'armée de terre, donc, nous sommes en train de renouveler complètement les véhicules dont dispose cette armée de terre pour accomplir ses missions. Vous en avez peut-être entendu parler. Le Premier ministre Jean Castex et la ministre des Armées Florence Parly étaient à Roanne samedi dernier. Donc Roanne, c'est un site de l'industriel Nexter, qui est notre maître d'œuvre de l'armement terrestre. Et donc au cours de cette visite, donc, le Premier ministre et la ministre des Armées se sont fait présenter les nouveaux véhicules que nous sommes en train de livrer donc, à l'armée de terre. Le véhicule Griffon qui a déjà été livré en 2020 et qui a déjà été éprouvé en opération donc, sur le théâtre de la bande sahélo-saharienne. Nous allons continuer cette année à livrer les véhicules Jaguar, les véhicules Serval, etc., etc. Un seul chiffre que j'ai retenu de la visite du Premier ministre et de la ministre des Armées à Roanne samedi. En 2015, l'établissement Nexter, dont je vois d'ailleurs qu'il est ici représenté, l'établissement Nexter de Roanne avait produit 0 véhicule. 0 véhicule en 2015. À la suite de ce qui s'était appelé, évidemment, les efforts significatifs à mener en termes de réduction des dépenses publiques en matière de défense en particulier. En 2022, Nexter et évidemment l'ensemble de ses partenaires et de sa chaîne de sous-traitance vont en sortir 150. 150. Et en 2025, eh bien, la trajectoire amène à sortir 450 véhicules, c'est-à-dire encore 3 fois plus par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui en 2022. Donc ça vous donne une idée, je crois, assez significative de l'effort qui est fait pour moderniser et renouveler l'ensemble des matériels de notre armée de terre. S'agissant de la marine, je citerai un seul exemple, les sous-marins nucléaires d'attaque. Donc nous avons livré en 2020 le premier exemplaire du renouvellement des sous-marins nucléaires d'attaque de notre marine, les sous-marins nucléaires d'attaque que nous appelons désormais les Barracuda. Nous avons livré le premier d'entre eux qui s'appelle le Suffren. Et nous avons pu, dès les premières étapes de cette livraison, dès les premiers mois de cette livraison, démontrer par un essai la capacité qu'ont ces sous-marins de délivrer des missiles de croisière navale. C'est une première capacité dont la France ne disposait pas
jusqu'alors, donc être capable de tirer des missiles de croisière navale depuis un sous-marin. C'est évidemment important sur le plan stratégique. En ce qui concerne l'armée de l'air, tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à Kaboul, en Afghanistan, au mois d'août dernier. L'évacuation de Kaboul, l'opération Apagan, qui a été menée par nos armées, s'est particulièrement bien déroulée grâce à 2 avions qui équipent désormais l'aviation de transport de l'armée de l'air, l'A400M, donc l'Airbus 400 militaire, et les avions MRTT qui sont des Airbus A330, multirôles, tankers, transport, etc., que nous appelons les Phénix. Et c'est ce couple d'avions, donc A400M MRTT Phénix, qui a permis le résultat que l'on connaît de l'évacuation de Kaboul au mois d'août dernier. Je n'oublie pas, bien entendu, que pendant ce temps-là, nous poursuivons donc l'incrémentation, l'amélioration successive du Rafale avec les standards successifs qui permettent d'ailleurs les succès à l'exportation dont nous aurons sans doute l'occasion de reparler. Toujours pour l'armée de l'air et de l'espace, puisque c'est comme ça que maintenant il faut l'appeler, je dirais un mot évidemment du renouvellement de la composante de nos satellites, des composantes de nos satellites militaires, qui sont en orbite depuis les années 80. Nous renouvelons actuellement la composante spatiale optique, celle donc qui permet de faire du renseignement à base d'imagerie optique. Nous avons lancé déjà les 2 premiers satellites que nous appelons CSO. Nous lancerons le 3e et dernier à la fin de cette année 2022. Nous avons renouvelé également la composante de satellites de télécommunication. Le premier satellite Syracuse 4A a été lancé il y a déjà quelques mois et est en train de rejoindre son orbite géostationnaire d'ici le mois de mai prochain. Et nous avons doté la France d'un système d'interception électromagnétique à travers donc, le système CERES, donc 3 satellites en patrouille, qui ont été lancés au moyen d'un lanceur Vega il y a quelques semaines également, à la fin de l'année dernière. Enfin, je n'oublie pas la dissuasion, qui est, comme le professeur Gauthier vous l'a rappelé tout à l'heure, à l'origine de la création de la DGA par le général de Gaulle en 1961. Nous avons en particulier réalisé au cours de ces dernières années des essais importants, qui sont des essais qui démontrent, à travers leur réussite, la crédibilité de notre force de dissuasion. Nous avons procédé à 2 tirs de missiles balistiques M51, c'est-à-dire les missiles qui équipent les sous-marins de notre force de dissuasion océanique, composante nucléaire océanique. Et puis nous avons également réalisé 2 essais, réussis également, de missiles ASMP, c'est-à-dire celui qui équipe, comme l'a dit Louis Gauthier tout à l'heure, la composante nucléaire aéroportée. Ceci est très important pour, j'insiste encore une fois là-dessus, pour démontrer effectivement la crédibilité de notre force de dissuasion. Force de dissuasion que nous sommes d'ailleurs en train de renouveler, puisque nous avons lancé le développement d'une nouvelle génération de sous-marins nucléaires de lanceurs d'engins, ce que nous appelons le sous-marin SNLE de 3e génération. Nous avons également lancé la préparation du prochain missile ASMP, que nous appelons l'air-sol de nouvelle génération, l'ASM-4G, et l'ensemble de ces matériels devant être disponible à l'horizon 2035-2040. Nous avons également, je poursuis mon énumération pour montrer un petit peu à quoi a servi cet effort budgétaire très significatif dont j'ai parlé. Nous avons également doté nos forces de systèmes de drones pour leur permettre d'avoir les moyens de renseignement dont elles ont besoin. Systèmes de drones de toute gamme, micro-drones, nano-drones même, micro-drones, mini-drones, drones tactiques, etc., etc. Drones marins capables de faire de la guerre des mines sans exposer les marins, donc les personnels, en permettant de rester à distance. Donc tout ceci est d'ores et déjà en cours de déploiement. Et nous poursuivons notre effort en matière d'investissement dans les nouveaux domaines de conflictualité que j'ai évoqués rapidement tout à l'heure, dans le domaine de l'espace. Dans le domaine de l'espace, nous avons actuellement un budget annuel spatial militaire, disons en France, qui est de l'ordre de 700 millions d'euros. Il y a quelques années seulement, peut-être pas plus de 5 ans, c'était moins de 500. C'était moins de 500. Donc nous avons augmenté, vous voyez, de moins de 500 à plus de 700 millions d'euros aujourd'hui. Dans le domaine du cyber, la cyberespace, la cyberguerre, nous-mêmes, DGA, nous avons actuellement 600 ingénieurs qui travaillent sur les techniques de cybersécurité, de cyberdéfense dont nous avons besoin, dont ont besoin nos armées. Et nous allons monter à 1000 ingénieurs dans notre centre qui est consacré à cette activité, qui se trouve à Bru, à côté de Rennes.
nous appelons le centre DGA, maîtrise de l'information. Enfin, dans le domaine des drones, il faut évidemment penser à la lutte anti-drone. Et là aussi, c'est un effort significatif qui a démarré avec la livraison de systèmes anti-drones qui sont des bulles de protection pour les points fixes qu'il faut sécuriser. Nous travaillons également sur des systèmes de lutte anti-drone un peu plus tactiques, un peu plus opératifs, à bord de véhicules terrestres. Nous travaillons sur le développement d'armes anti-drones capables de les détruire, en particulier évidemment des armes de type laser. Voilà les grandes lignes de cette politique d'investissement que nous menons dans le cadre de ce programme d'équipement de défense et qui atteste donc la volonté de notre gouvernement et de notre ministère et de nos armées de se doter effectivement des moyens nécessaires à l'autonomie stratégique. Cette autonomie stratégique, qu'est-ce que cela signifie de manière peut-être un peu plus précise, qui est encore une fois donc la composante de notre souveraineté, l'expression de la volonté politique de notre président et de notre gouvernement. Cette autonomie stratégique, elle doit nous donner l'autonomie d'appréciation d'une situation militaire, situation opérationnelle, l'autonomie de décision, ne pas dépendre des renseignements ou des données qui sont nécessaires pour prendre une décision, et puis évidemment l'autonomie d'action à travers les différents moyens que j'ai évoqués il y a un instant. Et ça veut donc dire que pour parvenir à satisfaire ces objectifs, il nous faut garantir une liberté d'approvisionnement, d'emploi, d'entretien, de modification de nos matériels, de nos systèmes d'armes. Et ceci nécessite évidemment, pour y parvenir, d'avoir une industrie capable de réaliser ces matériels, une industrie et les technologies correspondantes. C'est ce que nous appelons la base industrielle et technologique de défense, la BITD dans notre jargon, dont un des principaux défis dont nous allons parler ce soir, c'est évidemment de passer d'une base industrielle et technologique de défense française à une base industrielle et technologique de défense de plus en plus européenne, de plus en plus à l'échelle de l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette BITD, cette base industrielle et technologique de défense? C'est donc la façon de garantir à nos armées la supériorité opérationnelle dont elles ont besoin dans les conflits auxquels elles peuvent avoir à faire face. C'est aussi, Louis Gauthier l'a dit à l'introduction, un secteur clé pour notre économie. 28 milliards de chiffre d'affaires annuel, une dizaine de grands groupes que vous connaissez si vous êtes familier des affaires de défense, des champions européens ou nationaux. J'ai déjà cité Nexter, donc je vais quand même citer les autres, Airbus, Thales, Safran, MBDA que vous avez reçu, si je comprends bien, il y a quelques jours, Dassault, Naval Group, etc., qui sont nos maîtres d'œuvre, c'est-à-dire nos maîtres d'œuvre industriels, capables d'assurer la responsabilité, l'architecture système, l'intégration de nos différents systèmes d'armes. Cette BITD, c'est aussi 4000 entreprises de toute taille, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, beaucoup de PME d'ailleurs, qui sont évidemment les sous-traitants, la supply chain, comme on dit, des maîtres d'œuvre que je viens d'évoquer. Et dans ces 4000 entreprises résidentes de notre supply chain de défense, nous considérons que nous en avons plusieurs centaines, typiquement de l'ordre de 500, qui sont identifiées comme stratégiques, c'est-à-dire qui détiennent une technologie critique, importante, sur laquelle il faut veiller et qui mérite donc une attention particulière de notre part. Cette BITD, c'est 200 000 emplois directs sur notre territoire. Cela représente 4% de l'emploi industriel français, ces 200 000 emplois que je viens d'évoquer, qui sont évidemment des emplois qui non seulement sont sur notre territoire, mais de par la qualité et la valeur ajoutée qu'ils représentent, sont non délocalisables. C'est une industrie qui est fortement exportatrice. Vous avez entendu parler sans doute ces dernières semaines, Louis Gauthier l'a évoqué tout à l'heure, des exportations du Rafale. Vous avez peut-être aussi en mémoire les exportations de la frégate de défense et d'intervention à nos amis grecs. Aujourd'hui, nous estimons que sur 2020 et 2021, je ne peux pas vous donner de chiffres qui seraient ensuite démentis par la réalité, mais je peux vous dire que sur les 2 années 2020-2021, nous estimons que nous allons pouvoir additionner un total de prise de commande de l'ordre de 30 milliards sur les 2 années, 30 milliards, c'est-à-dire 15 milliards par an en moyenne. Le chiffre final sera même très certainement supérieur à ça, mais aujourd'hui, je peux déjà donner ce chiffre de 30 milliards.
Et pourquoi donc cette exportation est importante? C'est parce qu'effectivement, nous avons besoin de l'exportation pour permettre à nos industriels, que j'ai évoqués tout à l'heure, d'entretenir, de maintenir leur capacité d'étude et de production des matériels dont nous avons besoin ensuite pour équiper nos armées. J'ai évoqué tout à l'heure le renouvellement des matériels de l'armée de terre. Sachez qu'avec les achats que prévoit la Belgique, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, cet achat par les Belges de matériel de notre armée de terre représente un accroissement de production de 20%. Donc dans les 450 véhicules par an que j'ai cités tout à l'heure à l'horizon 2025 pour Nexter, il y a une augmentation qui est permise par la vente de ces véhicules à la Belgique. Pour le Rafale, si nous n'avions pas l'exportation, nous n'arriverions pas à entretenir de manière satisfaisante, de manière suffisamment efficace, la chaîne de production du Rafale, qui comprend l'assemblage chez Dassault, mais aussi la fourniture de tous les équipements, de tous les composants, des moteurs qui sont fournis par les industriels partenaires de Dassault. Donc la première raison d'être de ces exportations, c'est ça, c'est permettre de réaliser pour nos armées les équipements dont elles ont besoin dans des conditions satisfaisantes en matière de coût-efficacité. La deuxième raison, c'est aussi que nous pouvons profiter de ces exportations pour faire développer des capacités de développement qui sont nouvelles par rapport à celles que nous avons déjà obtenues. Et je peux aussi vous citer des exemples. Le système de combat du sous-marin Barracuda, le sous-marin nucléaire d'attaque de nouvelle génération dont j'ai parlé tout à l'heure, il est dérivé du système de combat d'un sous-marin qui s'appelle le Scorpène, qui a été vendu par Naval Group au Chili ou ailleurs. Donc vous voyez qu'on tire également bénéfice de ces exportations en matière de capacité, de développement de nouvelles capacités. Je pourrais également citer le Rafale, puisque nous avons déjà parlé du Rafale. Nous avons dans le Rafale des systèmes électroniques qui ont été développés pour l'exportation et que nous récupérons ensuite pour équiper les standards successifs de l'armée de l'air française. Donc, encore une fois, un apport très significatif et très important de l'export qu'il faut absolument entretenir, et j'y reviendrai quand nous parlerons de l'Europe tout à l'heure. Cette industrie, cette base industrielle et technologique de défense, il faut qu'évidemment nous la soutenions. C'est notre mission, la DGA. Le professeur Gauthier nous l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est une mission essentielle que nous avons. Notre première mission, la mère de nos missions, je dirais, c'est évidemment d'équiper nos armées. Et pour équiper nos armées, nous avons besoin d'une industrie, nous avons besoin de cette base industrielle et technologique, et donc nous avons besoin de la soutenir, de l'entretenir de manière à ce qu'elle puisse être au rendez-vous de nos nécessités. Nous avons en particulier, évidemment, au moment de la crise Covid, été très attentifs à la situation de cette base industrielle et technologique. Nous avons mis en place un dispositif de suivi particulier. Nous avons suivi quelques 1200 entreprises que nous continuons d'ailleurs à suivre, même si la crise Covid, fort heureusement, est peut-être en train de s'atténuer à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Il n'empêche qu'il faut continuer à être vigilant. Nous avons contribué au plan de soutien que le gouvernement avait décidé, vous vous en souvenez peut-être, au printemps 2020, au moment du paroxysme de cette crise, plan de soutien à l'aéronautique, sur lequel nous avons donc contribué à hauteur de 600 millions d'euros en termes de commandes supplémentaires ou accélérées par rapport à ce qui était prévu jusqu'alors. Nous avons également porté, et nous continuons à porter une attention particulière aux PME. Donc nous avons créé ce que nous appelons une mission PME, c'est-à-dire qui est particulièrement attentive à la santé de ces petites et moyennes entreprises, qui accompagne donc les 4000 PME et ETI dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui les soutient de manière générale, les aidant à aller chercher les dispositifs de soutien financier qui peuvent exister non seulement à la DGA, mais également en France dans les plans de relance successifs, à l'Europe, qu'on a évoqué tout à l'heure. On les aide également en matière de cybersécurité, parce qu'il faut les protéger, il faut les aider à identifier leurs vulnérabilités et à leur proposer des solutions pour les résorber, ces vulnérabilités. Et c'est évidemment quelque chose d'important, parce que autant la cybersécurité, dans un des grands maîtres d'œuvre que j'ai cité tout à l'heure, c'est quelque chose qui est maintenant parfaitement rentré dans les esprits et dans les nécessités, autant évidemment une PME de quelques dizaines, voire même une centaine de salariés, ce n'est pas forcément évident pour elle d'être capable d'identifier les vulnérabilités dont elle peut faire preuve en matière de cyber et surtout de trouver les moyens de se défendre face à cela. Ensuite, évidemment, cette industrie, cette base industrielle technologique de défense, elle doit faire preuve d'innovation.
Elle doit faire preuve d'innovation parce que notre environnement évolue très vite. Des technologies disruptives émergent de plus en plus vite, de plus en plus facilement, y compris d'ailleurs dans le secteur civil et pas nécessairement dans le secteur de l'armement. Donc il faut être capable de réagir, il faut être capable d'étudier ces innovations, d'apprécier leur intérêt potentiel pour nos systèmes d'armes. Donc c'est pour cela que nous avons également accentué l'effort en matière d'investissement d'innovation. Alors je vais revenir peut-être sur les chiffres que le professeur Gauthier a évoqués tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, notre annuité de paiement en 2022 en matière de crédit d'équipement, c'est 15 milliards. Sur ces 15 milliards, il y en a 7 qui représentent la recherche et le développement. Je dis bien la recherche et le développement. Et sur les 7, il y en a effectivement un qui représente la technologie. Voilà, les ordres de grandeur, ce sont évidemment des ordres de grandeur, ne me demandez pas. Je ne vous donnerai pas le chiffre au million d'euros près qui figure dans le projet de loi de finances pour la bonne raison, c'est que je ne l'ai pas en tête. Mais c'est bien 1 milliard d'euros en matière de recherche et technologie. Donc 1 milliard de recherche et technologie, 6 milliards de développement supplémentaire, et donc au total 15 milliards d'investissement R&D et production, réalisation et donc livraison. Alors, ce milliard d'euros de recherche et technologie dont je parle là, c'est plus 30% par rapport à ce qui était le niveau de dépenses de la loi de programmation militaire antérieure, c'est-à-dire nous étions à peu près à 750. Donc nous sommes passés de 750 millions d'euros à 1 milliard d'euros, donc annuel par an, donc un effort de plus 30%, donc entre deux lois de programmation militaire successives. Dans ce milliard d'euros, c'est la première chose à faire évidemment pour stimuler l'innovation, c'est de mettre de l'argent. Soyons clairs. Dans ce milliard d'euros, nous avons pu dégager à peu près 200 millions, c'est-à-dire 20%, consacrés à ce que j'appellerais de l'innovation ouverte, c'est-à-dire aller chercher effectivement ce qui peut exister dans le domaine des technologies du civil, ce qui peut être promu par l'innovation de terrain dans les forces, pour en faire ensuite des véritables programmes de systèmes d'armes à livrer à nos armées. Et c'est cet effort budgétaire évidemment supérieur par rapport à ce qu'on faisait précédemment qui nous permet de réaliser cette ouverture. Nous investissons aujourd'hui dans des technologies émergentes, des technologies de rupture. Je citerai les armes hypersoniques, je citerai l'ensemble des composants critiques, les capteurs quantiques, les armes à énergie dirigée, etc. Et donc c'est tout ceci qui nous permet de promouvoir notre politique d'innovation. Donc cette politique d'innovation, c'est effectivement un effort financier, c'est une volonté d'ouverture, en particulier vis-à-vis du domaine civil, des start-up, et c'est pour cela que nous avons aussi créé un outil nouveau, qui est l'Agence d'innovation de défense, l'Agence d'innovation de défense qui a été créée en 2018, qui a une double vocation, être le chef d'orchestre, le leader, le pilote de l'ensemble de cette politique d'innovation dont je viens de parler, mais aussi être celui qui va s'ouvrir, qui va prendre contact avec les start-up, qui va essayer de déceler les technologies émergentes qui peuvent nous intéresser, et que l'on a en plus doté de capacités de fonds d'investissement en capital. Nous avons 2 fonds au sein du ministère des Armées qui sont là pour à la fois soutenir notre industrie et puis encourager sa capacité d'innovation. Nous avons un fonds qui s'appelle Definvest, qui a été créé en 2018 et qui monte à une centaine de millions d'euros actuellement. Nous avons également ajouté à ce fonds un fonds spécifique pour l'innovation proprement dite, c'est-à-dire pour les technologies émergentes qui sont duales et qui peuvent, encore une fois, présenter un intérêt pour nos systèmes d'armes, que nous appelons le Fonds d'innovation de défense. Donc nous nous sommes dotés d'outils de soutien au capital de ces différentes entreprises de notre BITD. Voilà ce que j'appellerais les caractéristiques de la France, sa politique d'armement, sa volonté d'être la locomotive de la coopération en matière d'armement en Europe. Alors maintenant, vous allez me dire, cette Europe de la défense, cette coopération en matière de l'armement, qu'est-ce que c'est, où en sommes-nous? C'est effectivement le thème, je crois, essentiel du débat que nous allons avoir ce soir. Donc la première réponse que je vais vous soumettre, c'est d'abord, pourquoi faut-il coopérer? Alors, pourquoi faut-il coopérer en matière de politique d'armement? La première raison, je viens de le dire, c'est parce que la politique d'armement, l'Europe de l'armement, c'est une composante de l'Europe de la défense. Donc c'est un soutien, un pilier politique à la construction de cette Europe de la défense. La deuxième raison,
c'est que quand on fait des programmes en coopération entre différents pays européens, eh bien évidemment, on garantit, on facilite en tout cas l'interopérabilité entre les systèmes des différentes armées. Or, de plus en plus, nos opérations, les opérations de nos armées se font en coalition, se font donc avec la coopération de plusieurs pays. Donc il est évident que si ces pays ont des équipements qui sont analogues, eh bien ce sera plus facile que la situation actuelle dans laquelle vous lisez peut-être régulièrement, je ne me souviens plus les chiffres, mais enfin qu'en Europe, il y a je ne sais combien de chars différents, je ne sais combien d'avions de combat différents, etc., etc. Plus nous aurons des matériels identiques ou communs, donc qui auront les plus grandes caractéristiques identiques, eh bien plus nos armées pourront agir de manière interopérable. La troisième raison, c'est évidemment les raisons économiques. Quand on se met ensemble pour faire de la coopération, eh bien, on partage les coûts non récurrents, on partage les coûts de développement, on partage les coûts de soutien, et puis on augmente les séries. Donc en augmentant les séries de matériel réalisé, on diminue le coût unitaire de chacun des exemplaires que les différents pays peuvent acheter. Et enfin il y a une dimension industrielle. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons que notre BITD, notre base industrielle et technologique de défense, de française, de nationale aujourd'hui, devienne de plus en plus européenne, eh bien, il faut appliquer ce que certains appellent de manière un peu triviale, passez-moi l'expression, la corbeille de la mariée. Si nous voulons rapprocher, je suppose qu'Éric Béranger, quand il est venu vous parler d'un BDA, a dû réclamer à corps et à cri des programmes de coopération franco-britannique de missiles. Il a bien raison, et c'est bien cela que nous voulons faire pour effectivement consolider le MBDA franco-britannique qui existe aujourd'hui. Donc voilà les différentes raisons qui font que nous devons progresser en matière de coopération européenne dans nos systèmes de défense. Nous avons aujourd'hui prévu une augmentation d'un tiers du nombre de programmes d'armement qui sont conduits en coopération. Alors vous allez me dire, ça représente quoi? Nous avons aujourd'hui à peu près une dizaine de programmes en coopération qui sont en cours de réalisation, donc en cours de réalisation en attente de livraison une fois qu'ils seront terminés à nos armées, et nous en avons également une dizaine en cours de préparation, c'est-à-dire en phase préliminaire, pour aboutir à la phase de réalisation. En termes de crédit de paiement, j'ai évoqué tout à l'heure quelle était notre annuité de crédit de paiement, les fameux 15 milliards dont j'ai parlé. En termes de crédit de paiement, nos programmes en coopération devraient représenter en 2022 ou en 2023 de l'ordre de 15% de la totalité de nos crédits de paiement annuels. C'était 10% en 2020. Donc vous voyez qu'en 2-3 ans, nous allons passer de 10 à 15%, c'est-à-dire augmenter de moitié l'effort que nous faisons en matière de conduite des programmes en coopération. Alors, quelques exemples de ces programmes en coopération, qui sont des programmes un peu emblématiques. Après-demain, jeudi 24, nous sommes lundi, jeudi 24, c'est pas après-demain, enfin c'est jeudi 24. Jeudi 24 février, donc, va être notifié par l'OCCAR, l'organisme de conduite des programmes d'armement en coopération européenne, qui est un organisme intergouvernemental, va être notifié le contrat de développement et de réalisation de l'Eurodrone. L'Eurodrone, c'est donc le premier système de drone, donc moyenne altitude, longue endurance, qui sera réalisé par l'Europe, qui est un chantier qui dure depuis quand même un certain nombre d'années, j'en conviens bien volontiers, mais chantier au bout duquel nous venons enfin de parvenir à le conclure. Et donc ce contrat va être signé, passé, et donc l'Eurodrone en particulier viendra remplacer, pour ce qui concerne nos armées françaises, viendra remplacer le système Reaper, qui est un système américain qu'utilisent actuellement nos armées, en particulier en bande sahélo-saharienne. Donc nous donnera, ce système Eurodrone, nous donnera à l'Europe l'indépendance et l'autonomie stratégique dont nous avons besoin dans ce domaine. Voilà un premier exemple. Je peux vous citer également l'hélicoptère de combat. L'hélicoptère de combat qui s'appelle le Tigre, dont le troisième standard va être engagé en coopération bilatérale avec les Espagnols. Donc ça, nous allons le signer également dans les jours qui viennent. J'ai évoqué dans les exemples à retenir, j'ai évoqué la Belgique. Donc la Belgique, c'est un exemple qui est quand même très illustratif de ce que nous pouvons faire en matière de coopération européenne. Nous avons commencé il y a déjà 2-3 ans à peu près à nous engager avec les Belges pour acheter en leur nom, avec leur argent bien entendu,
des systèmes Griffon ou Jaguar du programme Scorpion des armées de terre dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça a été la première étape de cette coopération avec la Belgique. La deuxième étape, c'est qu'après avoir décidé d'acheter des véhicules Scorpion, donc de type Griffon ou Jaguar, ils ont décidé aussi d'acheter des Césars, c'est-à-dire des canons. Des canons dans une définition évidemment nouvelle qu'on appelle le César de nouvelle génération, donc amélioré en matière de protection, de mobilité, de connectivité, etc., etc. Et puis désormais, nous sommes d'accord, les Belges ont donné leur accord récemment sur le sujet, nous sommes d'accord pour essayer de développer ensemble un véhicule supplémentaire qui s'appelle le VBAE, véhicule blindé d'appui à l'engagement, qui est un nouveau véhicule dont il faut doter notre armée de terre, et nous allons essayer de le faire donc en commun avec les Belges, et nous allons également essayer de profiter dans ce développement de l'argent du Fonds européen de défense, dont je parlerai dans un instant. Donc on voit avec cette coopération avec la Belgique donc un développement intéressant où on est parti plutôt d'un schéma de type exportation, et on va vers un schéma de coopération, c'est-à-dire de co-développement de l'équipement en question. Je mentionnerai aussi l'Italie, quand même, l'Italie avec lesquels nous avons une coopération historique dans le domaine des missiles, en particulier des missiles de défense solaire moyenne portée, ce que nous appelons le SAMT, solaire moyenne portée terrestre, dont nous avons lancé les travaux de rénovation, puisque nous coopérons avec l'Italie dans ce domaine depuis 1988. Nous coopérons de la même manière sur la rénovation à mi-vie du missile RR Météor, en particulier en le dotant d'une antenne active, un autodirecteur à antenne active. Nous avons récemment, c'était en 2020, nous avons assisté à la création par nos deux chantiers navals, c'est-à-dire Naval Group pour la France et Fincantieri pour l'Italie, d'une joint venture qui s'appelle Naviris, donc qui consiste à regrouper les forces de nos deux industriels du domaine naval dans les bâtiments de surface, entre le français Naval Group et l'italien Fincantieri. Et puis nous avons également une longue tradition de coopération avec nos amis italiens dans le domaine du spatial, dans le domaine des satellites. Nous avons un industriel qui s'appelle Thales Alenia Space, qui est franco-italien, donc entre une implantation en France et une implantation en Italie, et qui est Thales Alenia Space, pardon, étant une filiale de Thales en France et de Leonardo en Italie. Je n'oublie pas le Royaume-Uni. Je n'oublie pas le Royaume-Uni, même s'il est sorti de l'Union européenne. D'ailleurs, je me souviens avoir rencontré l'ambassadrice du Royaume-Uni il n'y a pas très longtemps. J'avais commis la maladresse suivante. Je lui avais dit, vous savez, madame l'ambassadrice, maintenant que vous êtes sortie de l'Europe, elle m'a repris tout de suite. Elle m'a dit, non, monsieur le délégué, nous ne sommes pas sortis de l'Europe, nous sommes sortis de l'Union européenne. Pardon, madame l'ambassadrice. Bon, ceci étant, nous avons, vous le savez, en matière de coopération bilatérale avec les Britanniques, nous vivons sur le traité Lancaster House qui remonte à 2010, et qui crée entre nos deux pays une coopération bilatérale en matière d'armement, en particulier pour ce qui nous concerne, donc, évidemment, les missiles et les missiles de MBDA dont Éric Béranger a dû vous parler il y a quelques jours. Nous venons d'engager avec les Britanniques la phase suivante de mise au point du programme futur de missiles anti-navires et missiles de croisière, ce que nous appelons le FMAN, futur missile anti-navire, FMC, futur missile de croisière. Nous venons d'engager la phase de définition, pas plus tard que la semaine dernière, de manière très officielle, avec nos correspondants britanniques. Donc nous voulons continuer cette coopération bilatérale d'armement avec les Britanniques à partir de ce qui a été mis au point, décidé donc par le traité Lancaster House il y a déjà plus de 10 ans. Voilà le panorama de la coopération que je qualifierais de bi- ou multilatérale. Mais à côté de cette coopération bi-multilatérale vient désormais s'ajouter ce que j'appellerais la coopération communautaire, c'est-à-dire qui fait partie du cadre de l'Union européenne, avec les différentes initiatives qui ont été prises par l'Union européenne ces dernières années, donc la coopération structurée permanente et le Fonds européen de défense. La coopération structurée permanente, qu'est-ce que c'est ? C'est le cadre politique initial de mise en place de cette coopération de l'Europe de la défense dans le cadre de l'Union européenne à Bruxelles. Donc ce sont des projets qui sont identifiés par vagues successives. Nous en sommes à la 4e vague depuis la création de cette coopération structurée permanente en 2017, ce qui veut dire qu'il y en a quasiment une par an.
Alors, qui sont des projets qui ne sont pas encore dotés de financement particulier, ça c'est le Fonds européen de défense sur lequel je vais revenir dans un instant, mais qui sont des projets qui commencent à structurer effectivement la coopération entre les différents pays et entre les différentes armées. Et c'est le Fonds européen de défense et ses programmes précurseurs qui sont les programmes dans lesquels l'Union européenne est prête, avec la Commission, à investir pour permettre le développement des technologies nécessaires. Alors, vous connaissez les chiffres. Le Fonds européen de défense sur la période 2021-2027, c'est dans le cadre du plan à 7 ans de l'Union européenne, c'est 8 milliards, donc avec un peu plus de 1 milliard par an, 8 milliards sur 2021-2027. Et il a été, ce Fonds européen de défense qui démarre maintenant, nous attendons en mai prochain, nous attendons la première sélection des projets qui vont faire partie du financement de ce fonds. Ces projets ont été déposés en décembre dernier, en décembre 2021, et ils vont être retenus en mai 2022. Donc je ne sais pas encore quels sont les projets qui vont être retenus, mais ça ne va pas tarder. Par contre, ce que nous savons, c'est ce qui s'est passé dans la phase préparatoire, puisque ce Fonds européen de défense, l'Union européenne, la Commission ont eu le bon goût de les faire préparer par des actions préparatoires, une action préparatoire en matière de recherche et une action préparatoire en matière de programme. Ces deux actions ont été dotées d'un peu plus de 500 millions d'euros sur les 2 années précédentes, c'est-à-dire 2019-2020, et ça a permis de tester donc, le dispositif en cours de gestation à travers ce Fonds européen de défense. Alors, le jeu, si je puis dire, si vous me passez l'expression de cette coopération communautaire, dans le Fonds européen de défense aujourd'hui et dans ces actions préparatoires préalablement, consiste évidemment à coopérer cette fois-ci à 27. À 27, puisque nous sommes 27, ou peut-être 26 d'ailleurs, je ne sais pas si je ne me trompe pas avec le Royaume-Uni. J'ai un doute tout d'un coup. Enfin, peu importe, le professeur Gauthier corrigera tout à l'heure. Il faut passer d'une coopération bi- ou multilatérale dont j'ai parlé tout à l'heure à 2, 3, 4, heureusement nous sommes 4, à une coopération à 27. C'est... Oui, je ne sais plus. Bon, enfin, vous voyez l'ordre de grandeur. Eh bien, nous avons, dans les cadres des actions préparatoires, nous avons signé des accords de coopération avec 25 de ces États membres. Donc, je ne sais plus, encore une fois, si c'est 25 sur 26. Côté le Danemark, il y a le Royaume-Uni qui a quitté le Brexit, et le Danemark qui n'a jamais voulu... Comment ? Oui. Et l'Irlande. Oui, bon, enfin, n'a jamais voulu rentrer. Ouais. Voilà. On va dire 25. On va dire 25. Nous sommes d'accord sur 25. Alors, nous avons donc, dans le cadre de ces programmes préparatoires, nous, la France, nous avons signé des accords de coopération avec donc 25 autres États membres. Donc, vous voyez un peu ce que j'appellerais l'inclusivité de ce nouveau système de coopération. Donc, on passe, encore une fois, d'une coopération bi-, tri- ou quadrilatérale à une coopération à 25. Alors, je ne dis pas que les 25 sont présents dans tous les projets. Je dis que nous avons un certain nombre de projets qui permettent de travailler avec 25 des pays de l'Union européenne. Nous avons 45% des entreprises qui participent à ce programme préparatoire, qui participaient, puisque ce programme est en cours de terminaison en vue de l'entrée en matière du FED, du Fonds européen de défense. Nous avons 45% des entreprises qui participent qui étaient des PME. Donc il y a un effort particulier qui est fait là aussi pour que les PME participent. Et dans ce genre de programme, ce n'est pas forcément évident, parce que comme nous avons de grands maîtres d'œuvre, nous les Français, je les ai cités tout à l'heure, eh bien, il faut que nous veillions à ce qu'effectivement nos grands maîtres d'œuvre n'absorbent pas, pardon pour ceux d'entre eux qui seraient dans la salle, mais il faut que nos maîtres d'œuvre n'absorbent pas la totalité des crédits et des financements nécessaires. Il faut aussi que nos PME puissent participer, et pour qu'elles puissent participer, il faut qu'elles puissent travailler avec des maîtres d'œuvre autres que français, ce qui leur ouvre des perspectives de marché, d'activité plus larges que celles qu'elles ont pu avoir jusqu'à présent. Nous sommes présents sur les 2 années préparatoires dont j'ai parlé sur 27 des 33 projets qui ont été retenus après compétition. Nous sommes présents sur 4 des 9 projets qui ont été ouverts et qui étaient dédiés aux PME. Et nous avons un taux de retour industriel, c'est-à-dire un taux de participation française dans l'ensemble du budget qui a été alloué par l'Union européenne, qui est de l'ordre de 22 à 23%. Ce qui est, ce 22 à 23%, nettement supérieur à ce que représente la France à l'Union européenne, puisque la France et l'Union européenne représentent à peu près 15%. Donc je crois que nous pouvons effectivement nous féliciter de ces premiers résultats,
Nous avons également obtenu, puisque j'ai évoqué tout à l'heure le programme de l'Eurodrone, nous avons également obtenu, en plus du résultat des appels à projets que je viens d'évoquer, nous avons obtenu une participation de la Commission européenne au programme préparatoire de l'Eurodrone de 100 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc voilà ce que je voulais dire en matière de coopération. Alors en conclusion, si vous le voulez bien, peut-être quelques enjeux et un mot de perspective. Quelques enjeux, c'est-à-dire quels sont les points qui me paraissent nécessiter une attention particulière pour que finalement tout ce que je viens d'essayer de vous résumer marche du mieux possible, c'est-à-dire que nous arrivions à construire cette Europe de l'armement, condition de l'affirmation géopolitique et stratégique, comme dit le titre de notre débat de ce soir. Le premier enjeu que j'ai identifié, c'est le fait qu'au Fonds européen de défense, comme sur tout programme en coopération, eh bien, il faut quand même que les prérogatives des États membres que nous sommes, la France et les autres, puissent être maintenues, qu'il s'agisse de la prescription du besoin, parce que la prescription du besoin militaire auquel répondent les systèmes que nous allons faire en coopération, ce n'est pas à la Commission européenne de l'établir, c'est bien à nos armées des différents pays coopérants. De la même manière, nous avons besoin de conserver les prérogatives en matière de sécurité de l'information. Il n'est pas question que la sensibilité de telle et telle donnée donne lieu à une publication aussi large que possible à l'échelle de Bruxelles. Et puis il y a le sujet évidemment du contrôle de l'exportation, qui, vous le savez, à l'heure actuelle, commence à poindre à nouveau comme un débat. Il faut que nous conservions les pays coopérants que nous sommes à la fois sur une base multilatérale et au sein de la Commission européenne, au sein de l'Union européenne, il faut que nous conservions notre liberté d'exportation, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une condition de maintenir notre base industrielle et technologique. Cette faculté d'exporter, cette capacité d'exportation des programmes européens, elle est essentielle. Elle est parfois challengée, soyons clairs. Le contrat de coalition de nos amis allemands parle un peu de ce sujet en des termes qui ne sont pas tout à fait ce que nous souhaiterions. Donc, il est probable qu'il va y avoir dans les semaines ou les mois qui viennent un débat là-dessus. Nous sommes convaincus qu'il faut effectivement conserver à l'échelle nationale cette liberté d'exportation. Autre caractéristique importante sur laquelle je voulais attirer votre attention, qui représente à mon avis un enjeu, puisque je suis sur la coopération de l'Union européenne, c'est ce que la Commission européenne et c'est ce que l'Union européenne prépare en matière de taxonomie. Ça, c'est un sujet de vigilance qui nous inquiète beaucoup. D'ailleurs, nos amis industriels le disent haut et fort, et ils ont bien raison. On voit d'ailleurs de plus en plus des organismes financiers, des banques, des fonds d'investissement, y compris des Français, qui excluent donc le soutien financier à l'industrie de défense sous prétexte que l'industrie d'armement, c'est quelque chose qui ne serait pas compatible avec les fameux critères ESG, donc ESG, environnement, sociétal et gouvernance. Évidemment, ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter, donc nous devons nous battre là-dessus pour que les réglementations qui peuvent sortir de l'Union européenne à Bruxelles, dans les fameux exercices de taxonomie qui sont en cours actuellement, ne viennent pas ostraciser, ne viennent pas exclure l'industrie de l'armement, l'industrie de défense, des facilités financières qui peuvent être trouvées auprès des organismes que sont les banques, les assureurs ou les différents fonds. Voilà aussi un sujet sur lequel je crois qu'il va falloir être particulièrement vigilant. Sur la coopération, puisque j'ai quand même un petit peu parlé de coopération en détail, quelques précautions à prendre quand on construit un programme en coopération. Il faut d'abord, évidemment, que nous harmonisions entre les différents partenaires les besoins, les exigences techniques, les calendriers. Ce n'est pas la peine de chercher à coopérer si nous avons des besoins qui sont trop divergents, si nous avons des calendriers qui sont trop décalés en matière de rendez-vous capacitaires à avoir avec nos armées. Ensuite, cette coopération, pour revenir sur le nombre de pays dont je parlais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse la démarrer sur un programme d'ampleur à 20-25 pays. Je pense qu'il faut effectivement la démarrer avec un petit nombre de partenaires,
qui constitueront ce que j'appellerais là aussi la locomotive. Décidément, je suis très chemin de fer ce soir, je ne sais pas pourquoi. La locomotive du programme, et ensuite on va rajouter des wagons. Ensuite, on va rajouter des wagons. C'est la seule chose que vous ne fabriquez pas. Mais c'est la seule chose que je ne fabrique pas. C'est peut-être pour ça. Ça doit être une frustration. Donc, il faut que l'on construise ce noyau dur de pays coopérants pour qu'ensuite on vienne rajouter évidemment des partenaires additionnels, qu'on ait une stratégie d'ouverture donc entre les différents pays qui soit la plus efficace et la plus maîtrisée possible. Ensuite, il faut une gouvernance, une organisation industrielle. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas facile. C'est un sujet qui n'est pas facile parce que dans toute coopération, si vous prenez plusieurs pays, 2, 3, 4, sur une base multilatérale, eh bien, en général, quand même, la tendance naturelle des pays coopérants, c'est d'essayer de faire ce qu'il n'a pas encore fait. Et ça, c'est pas bon en termes d'efficacité industrielle, parce que, évidemment, le schéma idéal serait de faire un schéma de coopération dans lequel chaque pays apporte ce sur quoi il est le meilleur, le plus expérimenté, le plus abouti. Et donc vous voyez très bien que dans cette espèce de dialectique entre celui qui est déjà suffisamment expérimenté et devrait normalement avoir la pleine responsabilité des technologies qui s'y rapportent, et celui qui vient pour coopérer mais qui veut avoir quand même un retour non seulement en termes d'activité mais aussi en termes de valeur ajoutée, eh bien il y a un compromis, un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Et je pourrais, si vous le voulez, vous citer quelques exemples sur ce sujet. Mais c'est un vrai défi. C'est un vrai défi sur la coopération européenne, sur lequel nous avons parfois évidemment des difficultés. Cette organisation industrielle est également importante parce qu'elle doit clairement responsabiliser l'industrie. Il ne faut pas refaire ce que nous avons trop souvent fait dans le passé dans les systèmes de coopération, c'est-à-dire laisser se monter entre les industriels et les différents pays des organisations qui étaient particulièrement diffuses, dans lesquelles, in fine, aucun industriel n'était responsable devant les clients du bon aboutissement de son projet. Ça, nous l'avons trop connu dans le passé, pas de manière générale, mais enfin, nous avons quelques exemples en tête. Il ne faut pas que nous reproduisions ce schéma. Encore une fois, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire et à réaliser pour les différentes raisons que j'ai évoquées il y a un instant. Voilà les quelques, me semble-t-il, enjeux, lignes rouges peut-être, sur lesquels je voulais insister. Et puis, en conclusion, un seul mot de conclusion, si vous le permettez, monsieur le professeur, mesdames et messieurs, c'est qu'on l'a dit finalement tout au long de cette intervention, tout ce que nous faisons en matière de politique d'armement, c'est un écosystème à trois. Les armées, qui ont un besoin de matériel, de système, pour répondre à leur mission. La DGA, qui est là pour les leur fournir, et qui est, comme vous l'avez dit, le premier investisseur public, avec tous les chiffres que je vous ai donnés. Et puis l'industrie, qui les réalise et qui dispose, qui développe les technologies qui sont nécessaires. Et cet écosystème, à trois, donc ce triangle entre les armées, la DGA, l'industrie, il ne peut fonctionner que s'il se base sur un travail collaboratif suffisamment étroit, suffisamment efficace, de plus en plus développé d'ailleurs, grâce aux technologies numériques. On peut faire du plateau collaboratif, comme on dit, entre les ingénieurs de la DGA, les ingénieurs de l'industrie et puis les opérationnels des armées. On peut le faire de plus en plus. On doit appliquer des méthodes de préparation des programmes qui reposent sur ces outils collaboratifs. Et nous avons fait un effort très substantiel ces dernières années dans ce domaine. Et je crois que c'est effectivement une nécessité, c'est important. Nous avons également cherché à simplifier l'ensemble des méthodes de préparation et de conduite de nos programmes, en particulier en fusionnant les spécifications opérationnelles et les spécifications techniques. Jusqu'à il y a peu, on travaillait un petit peu en séquence. C'est-à-dire les états-majors faisaient une spécification de besoin opérationnel, la fournissait à la DGA qui devait la traduire en spécification technique, qui elle-même, la DGA, contractualisait avec l'industrie. Tout ça, c'est bien, mais c'est du séquentiel, c'est pas forcément très efficace. Il faut faire ce que nous appelons des documents uniques de besoin, dans lesquels on converge, dès la phase initiale, entre le besoin des armées, la faisabilité technologique et industrielle qui est démontrée dans les phases de préparation, et on en fait un document de référence de spécification unique. Voilà un exemple des nouvelles méthodes que nous devons appliquer pour garantir encore plus d'efficacité dans notre préparation et notre conduite du programme.
Et enfin, dernière remarque, je pense que dans nos programmes d'armement, il ne faut pas non plus oublier des dimensions qu'on a parfois tendance à négliger dans les phases initiales, l'infrastructure. Dans les grands programmes que j'ai évoqués tout à l'heure, il nous faut des infrastructures. On n'a pas toujours l'idée de s'en occuper avec suffisamment de précision au départ. Il faut également intégrer dans cette phase de préparation initiale le soutien, la dimension de soutien, le maintien en condition de nos matériels. C'est important, ça coûte de l'argent, ça garantit la disponibilité de ces matériels auprès des forces. Donc il faut que nous le prenions en compte dès le début, dès le stade initial des programmes. Voilà, monsieur le professeur, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Un dernier point peut-être pour vous dire que vraiment les rendez-vous à venir, c'est très important, c'est le mois de mars prochain. Conseil informel les 10 et 11 mars, si ma mémoire est bonne, et Conseil européen sous la présidence du président Macron, parce que c'est lui qui préside l'Union européenne, vous le savez en ce moment, pour décider en particulier de la boussole stratégique, c'est-à-dire l'instrument européen de développement de notre politique de défense avec les plans d'action correspondants en matière de défense, mais aussi en matière d'espace. Donc nous n'avons plus qu'un mois à patienter pour arriver à voir ce que cette Europe de la défense dont nous avons parlé ce soir va nous proposer pour les années à venir. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci beaucoup, monsieur le délégué général, pour cet exposé très dense, très riche, très construit, qui permet de vérifier que, d'une certaine manière, l'Europe de la défense s'appuie sur l'existence de la BITD française, mais quelque part, cette construction apporte aussi à la France, et vous l'avez montré notamment dans la pondération des justes retours, qui montre que la France a aussi un intérêt, ce qu'on oublie souvent en considérant plus généralement que la construction d'une Europe de l'armement, c'est un peu une dépossession, c'est du transfert de technologie, c'est quelque chose dont profitent les autres. Évidemment, il faut être agile, flexible, trouver des mariages, puisque de toutes les façons, pour émarger à ces fonds, il faut être plusieurs. Les propositions ne peuvent pas être que d'un seul pays. Elles impliquent un mariage entre des maîtres d'œuvre et des PME, vous l'avez indiqué. J'y reviens pas. Je vais reprendre votre mot de conclusion pour plutôt développer une question sur la difficulté quand même de la prescription, de la programmation des équipements au niveau européen aujourd'hui, puisque il me semble que c'est un grand déficit. Alors vous avez, de manière, je ne sais pas si c'est habile ou si parce que vous attendez les questions, de toutes les façons éviter de traiter des grands éléphants blancs, du SCAF, du char du futur, du porte-avions, de certains programmes spatiaux européens, de lanceurs par exemple, mais je pense que le débat viendra. Vous avez évoqué l'absence de rationalisation, sans même parler des programmes futurs, des panoplies européennes. Je ne sais plus combien, effectivement, il y a de familles ou de standards de chars en Europe, mais plus d'une dizaine sans doute. Puis on connaît bien, nous avons le Leclerc, les Britanniques ont le Challenger, les Allemands le Léopard, beaucoup achètent du Abrams. Donc on voit bien que par rapport à un modèle unique aux États-Unis, il y a de toutes les façons une difficulté à faire converger vers des standards qui seraient quand même beaucoup plus rationalisés, les commandes des différents pays pour asseoir cette base industrielle de défense et puis pour tirer un peu tous aussi dans le même sens, ce qui implique aussi une reconquête du marché intérieur européen qui est largement dominé par l'industrie américaine. Et c'est là où je viens évidemment à la question du prescripteur, parce que dans l'Europe, il n'y a pas de prescripteur, il n'y a pas de programmateur. Dans l'OTAN, et donc la boussole stratégique, elle va voir quand elle sera adoptée, si elle est adoptée, dans quelles conditions, on espère qu'elle le sera, parce que pour une fois, elle va un peu plus loin que les autres travaux d'imagination stratégique qui avaient prévalu dans le passé à l'Union européenne, le concept de Solana ou la revue stratégique de Madame Mogherini. Donc ça va de manière un peu plus précise, mais quand même, on ne va pas jusqu'à définir des orientations en matière d'équipement ni en matière de programmation. Ce que fait davantage l'OTAN, qui souvent joue un rôle de serre-fil, en tout cas qui manque aux Européens.
Et donc, la question qui se pose, c'est, indépendamment des choix concrets que les uns et les autres vont faire de commandes d'équipements, d'achats industriels français ou à des achats sur étagère en dehors de l'Union européenne, c'est comment on va être capable, comme le fait la DGA, d'ajuster à la fois les problématiques du futur, les choix des nouvelles technologies, ce qui va être dimensionnant pour demain. Et puis on le voit bien quand même, à la lumière à la fois de ce qui se passe aujourd'hui, le retrait de la France du Mali. Vous avez évoqué des achats de véhicules qui sont plutôt faits pour des opérations extérieures loin plus légères, on va dire, et loin du territoire. Et puis la crise ukrainienne qui fait qu'on vit sur la menace, peut-être exagérée, sans doute, parce que ce ne sont peut-être pas ces moyens-là et davantage des moyens indirects qui seront utilisés, mais en termes symboliques de ce que c'est la pression de chars russes. Vous avez évoqué les locomotives, mais je ne sais même pas combien il y a aujourd'hui de wagons porteurs de chars dans les équipements, enfin dans les forces françaises, comme il y en avait évidemment au temps de la guerre froide pour projeter une arme blindée cavalerie, alors que tout le changement des années 90, ça a été de dire, bon, ben voilà, on oublie, il n'y aura plus cette guerre-là, n'existe plus. Et donc, on est à un moment, vous évoquez le rendez-vous européen, nous avons aussi des rendez-vous nationaux, peut-être d'un livre blanc, en tout cas d'une revue stratégique, et certainement d'une loi de programmation militaire ou d'une actualisation de cette loi de programmation militaire, qui fait qu'il va être difficile d'articuler ces investissements vers le futur, qui sont absolument nécessaires si on veut rester dans une course de demain, et puis le choix d'équipements de force sur une appréciation des conflits dont on comprend bien, à lire d'ailleurs, par exemple, l'audition du chef d'état-major des armées aux commissions parlementaires, que les choses ont quand même un petit peu changé, que la perspective de conflit majeur s'est réinscrite. Alors j'ai évoqué les chars, mais on pourrait évoquer des problématiques navales ou autres. Et donc, du côté français, on sait qu'on va avoir des choix, des arbitrages, mais vous avez décrit des procédures de décision, des procédures d'arbitrage, d'examen des choix, de présentation des choix sur les équipements. Rien de tel n'existe au niveau européen. Et est-ce que c'est pas ça quand même une des très grandes difficultés, une Union européenne qui est en réalité tributaire des décisions de prescription et de programmation de chaque État, avec, comme en France, des procédures très articulées, et puis quand même une défense collective à l'OTAN qui, elle, quand même définit un peu plus les choses, davantage les choses, en matière d'équipement des forces que ne le fait l'Union européenne. Voilà, si vous me permettez, c'était sur ce long sujet, en essayant de prendre appui sur votre conférence et de lui donner des échos, que j'aimerais vous interroger d'abord. Moi, je crois, je ne l'ai peut-être pas dit de manière suffisamment explicite, mais je vois là, pour essayer de répondre à votre question, je vois dans les deux coopérations que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la coopération bimultilatérale d'un côté et la coopération que je qualifierais de communautaire de l'autre, une complémentarité totale. Quand vous parlez de prescription, effectivement, ce n'est pas à l'Union européenne, ce n'est pas à sa direction générale DEFIS, puisqu'elle s'appelle comme ça, qui va gérer les 8 milliards d'euros du Fonds européen de défense sur les 7 années qui viennent, à définir les besoins correspondants. Les besoins correspondants, les programmes à réaliser quand il s'agit de programmes d'ampleur. Hein, on parle de ça, on parle des grands programmes d'ampleur, de nos armées de terre, de nos armées de l'air, de nos marines, etc., les programmes spatiaux. C'est aux États de les définir, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les prérogatives des États membres, parce que là on parle de l'Union européenne, soient préservées, et il faut que ces programmes naissent sur une base, effectivement, de pays qui soient suffisamment motivés et qui aient des besoins suffisamment harmonisés en termes de performance, d'exigence de performance et de calendrier pour construire quelque chose. Et la coopération communautaire, le Fonds européen de défense, c'est à la fois un complément, soyons clairs et trivial, pardon, mais sur le plan financier,
mais qu'il faut aussi relativiser, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Le Fonds européen de défense, c'est 1 milliard par an. Ça veut dire que nous, les Français, à, disons, 20%, ça fait 200 millions. 200 millions par an sur un budget d'investissement dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était 15 milliards. Donc c'est quand même pas le Fonds européen de défense qui va soutenir l'effort de défense français dans les années à venir. C'est bien à la France de poursuivre cet effort. Donc, eh bien, par contre, cet argent du Fonds européen de défense, comme ça a été le cas dans les actions préparatoires que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il peut nous apporter beaucoup dans les développements technologiques, dans des équipements qui peuvent être parfois d'utilisation multiple. C'est d'ailleurs ce que nous cherchons à faire. J'ai évoqué tout à l'heure le projet de coopération que nous avons avec les Belges sur un véhicule blindé d'engagement et d'appui, qu'on appelle le VBAE dans notre jargon, pardon pour le sigle. Eh bien, ce véhicule, il y a actuellement au Fonds européen de défense un programme qui prépare des technologies de véhicules terrestres qui seront à la fois communs à ce véhicule et puis à des véhicules que, par exemple, nos amis des pays du Nord veulent avoir pour intervenir dans les zones arctiques. Il existe des technologies qui peuvent être effectivement mutualisées de la sorte. Donc le Fonds européen de défense et la coopération que je qualifie de communautaire, moi je le vois plus comme étant un apport en amont dans les phases de préparation, dans les phases de développement technologique, que dans les développements de grande ampleur que nous devons continuer à faire sur une base multilatérale. Je crois que c'est ça la première chose. Deuxième chose, vous évoquez l'OTAN. L'OTAN, écoutez, je crois qu'il faut que nous continuions à dire, et c'est ce que répètent les différents pays européens, que ce que nous voulons faire en matière de coopération européenne de défense, c'est évidemment complémentaire, cohérent avec ce qui se fait à l'OTAN, en garantissant en particulier l'interopérabilité des systèmes de l'OTAN, donc beaucoup américains, et puis les nôtres. Donc il faut assurer cette interopérabilité, cette complémentarité. Mais là, je crois qu'on peut faire confiance à nos partenaires européens. Comme vous l'avez dit vous-même il y a un instant, ils ont quand même beaucoup acheté d'équipements américains et continuent à en acheter. Ils vont sans doute continuer à en acheter d'autres dans les années à venir. Donc on peut leur faire confiance pour assurer cette complémentarité avec l'OTAN. Donc moi, je crois que voilà, c'est ça. Il me semble que cette coopération communautaire, ce Fonds européen de défense, c'est un plus, c'est un complément qui vient effectivement soutenir l'effort de défense à la fois financier et capacitaire, mais aussi politique dans la construction de l'Europe de la défense. Merci beaucoup. Alors on va passer la parole à la salle et d'abord les premières questions aux étudiants. Monsieur Wardès, levez la main que je vois les autres qui s'inscrivent. Vous, monsieur, ensuite? Non? Ici, après, allez-y. Et vous là-haut. D'accord. C'est les trois premières questions. Donc, monsieur Wardès, monsieur Dallison et vous là-haut. Bonsoir, monsieur Barr. J'aurais à vrai dire deux questions. La première est une question d'un de nos internautes qui demande si personnellement vous êtes satisfait des performances de l'Eurodrone. Puis ma question sera un peu différente de celle-ci parce qu'elle... On a beaucoup de tweets, hein. Je crois qu'on est à presque de 15 000 tweets sur la conférence. Ma seconde question se porte notamment sur le dernier contrat de coalition allemande de décembre dernier, dans lequel il était écrit qu'une politique restrictive en matière d'exportation d'armes était souhaitée. Cependant, comme vous l'avez rappelé, la capacité d'exportation des programmes européens d'armement est une dimension essentielle de son autonomie stratégique. Et par conséquent, cela menace-t-il directement ou non les projets d'armement européens et leurs exportations? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous faites passer le micro là-haut, monsieur Dyson. Allez-y, commencez, on va monter le micro là-haut. Monsieur le délégué général, merci pour votre intervention. J'avais une question par rapport à l'industrie de défense française et aux exports. Nous avons exporté pour une somme record cette année, en 2021, pour 28 milliards d'euros, qui dépasse largement le record de... Non? J'ai tort? On va vous dire, on va corriger, ce serait bien, mais c'est quand même beaucoup. Ma question se porte plus ou moins sur cette capacité d'export française, avec les contrats Rafale spécifiquement. Et je voulais savoir si par rapport à nos compagnons, disons, européens, comment se place-t-on? Et surtout, après l'AUKUS, est-ce qu'on arrive à rebondir grâce notamment à ces résultats? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je ne vois pas avec le masque. Bonjour. Alors moi j'avais une question qui portait à la fois sur le partenariat CAMO qu'on a avec la Belgique depuis 2019 que vous évoquiez
Et notamment sur ce partenariat, je voulais savoir si vous ne pensiez pas que la bonne défense européenne, d'un point de vue français, ce ne serait pas de développer ce genre de partenariat avec des pays européens, peut-être au détriment de l'Allemagne. Je parle des Pays-Bas, du Luxembourg, peut-être de la Suisse. Et ma deuxième question, elle portait sur le fait que, étant donné qu'on a des volontés géopolitiques qui sont totalement différentes de celles de l'Allemagne, comment est-ce qu'on pourrait avoir des armements en commun avec ces pays-là, sachant que les Allemands ne peuvent pas se déployer à l'étranger comme nous on peut le faire sur simple décision du président de la République. Merci. Merci beaucoup. Les Belges ont beaucoup de succès ce soir, mais l'Allemagne aussi, on va y revenir. Oui. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas parlé d'Allemagne. Voilà, on prendra préparer vos questions pour la deuxième session. Je laisserai M. Barre répondre à ces 3 premières questions et j'en prendrai ensuite 3 autres. Alors, l'Eurodrone, écoutez, l'Eurodrone, la première finalité de l'Eurodrone qui sera donc réalisée par la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, c'est de nous doter en Europe d'un système de drones de renseignement armés. Pour ce qui nous concerne, les Français, nous n'avons aucun doute là-dessus. Il faut que ce drone soit armé, il faut qu'il soit mis en service, qu'il soit indépendant, qu'il soit autonome, alors qu'actuellement, nous n'avons pas ce genre de matériel. Nous l'achetons aux États-Unis, ça s'appelle le Reaper. Nous l'avons acheté, nous les Français, les Espagnols l'ont acheté, je ne sais plus si les Italiens l'ont acheté ou pas, mais enfin, en tout cas, nous ne sommes pas les seuls à avoir acheté. L'inconvénient, quand on achète un équipement comme ça, qui est un équipement quand même sensible, stratégique, aux États-Unis, c'est que nous sommes dépendants des Américains pour le faire évoluer, pour l'entretenir, et parfois même pour l'utiliser. Donc il faut que l'Europe se dote de son autonomie stratégique dans ce domaine de matériel sensible. Voilà la finalité de l'Eurodrone. Alors évidemment, vous me demandez quelles seront les performances. Je vous dirais, laissez-moi faire le développement avant de vous dire si les performances seront à la hauteur. J'espère qu'elles seront à la hauteur des exigences et que ces exigences sont évidemment supérieures à celles que nous avons aujourd'hui avec le Reaper. Je pense que c'était la question armée par armée, non? C'était ça qui était dans la question de l'internaute? Non, général. Mais en ce qui nous concerne, nous n'avons aucun doute. D'ailleurs, nous avons déjà armé le Reaper. Donc nous armerons l'Eurodrone. Ensuite, vous me demandez, je vais peut-être garder l'Allemagne pour la fin, non? Vous me demandez... C'est un morceau de choix, donc... Non, mais comme il y aura plusieurs questions, on les traitera tous en même temps sur l'Allemagne. Vous me demandez, alors sur les prises de commande à l'export, attention, ne mélangeons pas les chiffres que je vous ai donnés. J'ai dit les prises de commande à l'exportation sur 2 ans, sur 2020-2021, c'est 30 milliards. Donc ça sera supérieur à 30 milliards. Vous voyez, je vous en dis déjà plus, ça sera supérieur à 30 milliards. Ce qui fait donc supérieur à 15 milliards par an. 15 milliards par an en prise de commande. En prise de commande. C'est ce que nous avions fait en 2015-2016 au moment des premières commandes Rafale à l'exportation, en Égypte, au Qatar et en Inde. Donc nous avons d'ores et déjà retrouvé ce niveau. Donc c'est ça le niveau de prise de commande. Donc nous serons supérieurs à 15 milliards par an sur les 2-3 années à venir. Ensuite, pour les étudiants, dans les comparaisons, notamment dans les comparaisons internationales, il y a la prise de commande, c'est-à-dire au moment de la négociation du marché. Oui. Bon, et c'est donc le marché global. Et puis il y a les paiements qui sont faits, qui sont généralement enregistrés comme les résultats à l'export de la France. Pour que vous, notamment quand vous regardez les résultats qui sont dans le rapport présenté au Parlement sur les succès de la France à l'export. Voilà. Je n'ai plus en tête les classements que publie un institut suédois ou je ne sais plus. CIPRI, sur la position de la France? En export, oui. En export. En classement par rapport à d'autres pays, on doit être 5e. Oui, de l'ordre de grandeur, ça doit être ça. Derrière les grandes puissances, évidemment. Ça varie d'une année sur l'autre. Derrière les grandes puissances. Et les natures prise de commande ou paiement. Alors, vous m'avez interrogé sur AUKUS. AUKUS, le fameux partenariat qui a été conclu par les Australiens avec les Américains et les Britanniques en septembre 2021 et qui les a conduits à casser le contrat qu'ils avaient passé à Naval Group pour acheter des futurs sous-marins nucléaires, des futurs sous-marins, à propulsion conventionnelle. Lapsus. D'abord, soyons clairs. Cette rupture de contrat par les Australiens, c'est leur décision politique, stratégique. Ils ont décidé à un moment donné, pour des raisons qui sont les leurs, qu'il valait mieux se tourner vers les Américains pour assurer d'une manière ou d'une autre la protection de leurs intérêts en matière de fourniture de sous-marins. Je ne sais pas encore par quoi ça va effectivement se conclure, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont acheter des sous-marins
à propulsion nucléaire aux Américains? Est-ce qu'ils vont les acheter aux Britanniques, qui eux-mêmes sont dépendants des Américains? Tout ça reste à construire. D'ailleurs, ils ont dit eux-mêmes qu'il fallait 18 mois pour aboutir à une décision concrète à l'issue de cette décision. Donc la première chose à retenir, c'est qu'en aucune manière, cette décision des Australiens ne serait née révélatrice de quoi que ce soit, de quelque défaillance que ce soit de la part de Naval Group ou de la France. D'ailleurs, ils l'ont reconnu eux-mêmes. Au mois de septembre, d'ailleurs quelques heures ou quelques jours avant leur décision, ils avaient accepté l'état d'avancement du programme tel qu'il avait été présenté par Naval Group, avec évidemment le soutien de la DGA. Donc c'est une décision politico-stratégique qu'ils ont prise. Ce qu'on peut quand même ressentir, et je dirais ressentir avec une certaine amertume, c'est la façon dont ils ont pris cette décision et dont ils nous ont tenus absolument écartés de la réflexion sur le sujet, à tous les niveaux. Alors, au mien, modeste, mais aussi au plus haut niveau de la République, ce qui est quand même plus gênant. Mais bon, c'est comme ça. L'important, c'est que ce ne soit pas, encore une fois, révélateur d'une défaillance de notre part, ni du côté de notre industriel, ni du côté de notre mécanisme de soutien. Et je vais finir par l'Allemagne, rassurez-vous. Vous me dites qu'il vaudrait mieux coopérer avec la Belgique, la Suisse, etc. La Belgique, oui, mais la Suisse. Vous savez ce qu'ils ont fait il y a quelques mois, la Suisse? Ils ont acheté des F-35 américains et des Patriotes américains, alors qu'on avait proposé du Rafale et du SAMT franco-italien. Donc franchement, la Suisse, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon homologue. Je ne crois pas qu'ils aient fait un choix véritablement européen quand ils se sont décidés à acheter, je vous dis, à la fois le F-35 et le système de défense solaire patriote américain plutôt que nos Rafales et autres SAMT. Bon, alors maintenant l'Allemagne. Alors première question, la politique d'exportation, vous avez raison, je crois que c'est vous qui avez dit la politique d'exportation de l'Allemagne. Si on lit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais enfin le contrat de coalition, on dit des choses, enfin je ne sais plus si c'est dans le contrat de coalition ou dans des déclarations des ministres. C'est même le contrat de mariage oui. Concernant un autre couple le plus lu par tout le monde. Oui, absolument. On dit par exemple, on a entendu des politiques allemands dire qu'il ne faut pas exporter en dehors de l'OTAN et des pays de l'Union européenne. Bon, ça, évidemment, ce n'est pas acceptable pour nous. Parce qu'à l'OTAN et à l'Union européenne, Louis Gauthier l'a dit tout à l'heure, on achète beaucoup américain. Donc nous n'avons pas à nous réduire, nous n'avons pas à réduire le marché de l'exportation qui est le nôtre, qui est basé sur des partenariats stratégiques, et pas uniquement sur des questions commerciales de vente de matériel, et qui évidemment correspond à la politique de la France. En Indo-Pacifique, puisqu'on vient d'évoquer l'Australie, au Moyen-Orient ou ailleurs. Donc il est hors de question que nous puissions nous limiter à cela. Deuxièmement, les Allemands disent, certains Allemands disent, et d'autres aussi disent, qu'il faudrait avoir une règle commune à l'ensemble des pays européens. Ben non, la politique d'exportation, c'est une prérogative de notre président de la République, de notre gouvernement, de notre pays, qu'il faut que nous conservions pour nous. Et donc, dans la boussole stratégique qu'on a évoquée tout à l'heure, et qui doit sortir définitivement au mois de mars prochain, il va y avoir un petit couplet, si vous me passez l'expression, sur cette politique d'exportation. J'espère qu'effectivement, il n'ira pas trop loin, ce petit couplet. C'est d'ailleurs ce sur quoi nous sommes attachés à essayer d'obtenir dans les semaines et dans les jours passés. Donc il est très important que la France, pour les raisons que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, conserve sa liberté d'exportation parce que c'est une des conditions impératives à notre capacité à fournir à nos armées les systèmes d'armes dont elles ont besoin. Alors, est-ce que nous avons des divergences avec les Allemands? Oui, comme avec tous les pays. Il n'y a pas d'Europe fédérale comme il y a les États-Unis. Donc nous sommes chacun de nos pays avec des intérêts, des politiques de défense, des intérêts stratégiques, des intérêts industriels qui sont différents. Bon, ceci étant, moi je retournerai la question, c'est peut-on faire l'Europe de la défense, peut-on faire l'Europe de l'armement sans l'Allemagne? L'Allemagne, c'est quand même la première puissance économique, démographique de l'Europe. Bon,
Si on se prive, le Royaume-Uni vient de quitter l'Union européenne, on l'a dit tout à l'heure. Si on se prive, entre guillemets, ou si on est privé, parce qu'on ne va pas le faire de manière délibérée, de la coopération avec l'Allemagne, on va quand même avoir du mal à trouver des partenaires qui soient à la hauteur des ambitions que nous avons pour construire cette Europe de la défense et cette Europe de l'armement. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'il faut effectivement concilier des intérêts qui sont stratégiques, politiques, industriels, technologiques, parfois différents. Ben, c'est le défi de cette coopération avec l'Allemagne, comme d'ailleurs avec d'autres pays, mais plus particulièrement avec l'Allemagne, bien sûr. Alors, je prends un deuxième cycle de questions. D'abord les étudiants. Monsieur ici. Monsieur... D'abord ici, puis après je vous ai vu, monsieur. Allez-y. Bon, d'abord, merci pour votre intervention. C'est poli, en effet. Comment ? Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais si. C'est toujours important de remercier. Donc, si j'ai bien compris, on privilégie davantage une logique de coopération bilatérale, multilatérale, puisque vous avez dit que c'est la logique de politique communautaire, c'était plutôt un complément. Et je me demandais en fait si ça risquait pas en fait de nuire au développement de BITD européen, puisque dans un certain sens, il n'y a pas forcément véritablement de pilote et de cohérence totale, puisque c'est des coopérations individualisées. Et donc, est-ce que ça risque pas aussi de nuire à un développement d'écosystèmes européens, en fait, simplement dans le développement ? Merci. Vous passez le micro peut-être à monsieur. Et devant, Jérôme Piaudy, puis vous derrière, et puis ensuite monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur le délégué. Jérôme Piaudy, Thales. Alors, je tiens bien à préciser que je m'exprime en mon nom propre, hein, pas du tout... Pardon, ce sera mieux sans masque. Pas du tout au nom de mon entreprise. Pardon, vous êtes deux ? Thales. Ah, vous êtes de Thales. Depuis quelques mois, nous disposons d'un très bel accord trilatéral France, Allemagne, Espagne pour réguler les problématiques de contrôle des exportations. Vous avez mis en avant le fait que, évidemment, il y a des discussions dans le cadre de la coalition et du contrat de coalition allemand qui peuvent amener à nous interroger sur les suites de cet accord. De votre point de vue, est-ce que le texte est en péril ou pas ? Ça, c'est une première question. Par ailleurs, et pardon si c'est un elephant in the room, but qu'en est-il du SCAF et du MGCS ? Parce que vous avez soigneusement évité le sujet. Merci. J'attendais la question. Alors, il y a monsieur là-bas, et je vous prendrai l'un ou l'autre, et après, je prendrai une dernière. Je vous ai vu, monsieur, ce sera les deux dernières questions. Alors, l'un ou l'autre, comme vous voulez. Allez-y, monsieur, et je prendrai les... Merci. Moi, je reviens sur la question, effectivement, du contrôle des exportations. Il y a un dispositif qui a très bien fonctionné au moment de la guerre froide, pendant au moins 20 ans. C'est ce qu'on appelait le COCOM. Le COCOM réunissait un certain nombre de pays occidentaux, y compris les États-Unis, et à chaque fois qu'un industriel français, dirais-je, puisque moi je connais le cas de la France, était interrogé ou devait exporter soit une technologie, soit éventuellement du savoir-faire, soit des produits, il y avait d'abord une concertation au niveau français avec les affaires étrangères, la DGA, le secrétariat à la défense nationale, entre autres, et les ministères de tutelle concernés. Il y avait une position française qui était déterminée. À perdre de cette position, la France ne prenait pas sa décision seule, alors que nous étions quand même un pays souverain, encore à l'époque. C'est-à-dire que nous nous concertions avec nos partenaires pour obtenir leur accord ou au contraire leur veto. Et on peut dire que globalement, ça a relativement bien fonctionné, au moins dans 90% des cas d'exportation. Donc, ma question, c'est de dire... Je trouve que c'est très bien, effectivement, que la France veuille affermir sa souveraineté, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager tout de même une concertation
qui tienne compte de l'avis de nos partenaires, surtout dans les accords de partenariat, avant de passer au niveau européen, pour faire en sorte de ne pas trop indisposer, je dirais, l'ensemble du dispositif. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser M. Barre répondre et après, on passera aux 2 dernières questions. Vous, monsieur, et vous, monsieur, là-haut. Alors, sur la question de monsieur sur effectivement la compatibilité entre ce que je vous ai dit sur la complémentarité entre les coopérations multilatérales d'un côté, communautaire de l'autre, et la construction de la BITD. Vous savez, de la BITD européenne. Vous savez, la construction de la BITD européenne, pour moi, si on veut qu'elle se réalise et si on veut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle se fasse par une stratégie d'ouverture progressive. J'ai du mal à imaginer que du jour au lendemain, nous puissions créer une entreprise européenne en regroupant un Français, un Allemand, un Italien, un Espagnol, un Belge, un Suisse, etc. Pardon, pas un Suisse, un Belge, etc. Il faut le faire au cas par cas. C'est la théorie de la corbeille et de la mariée. Pardonnez-moi cette trivialité. Quelques exemples que j'ai plus ou moins cités tout à l'heure. Bon, MBDA, je crois que vous avez eu une présentation détaillée d'Éric Béranger, donc je ne reviendrai pas là-dessus. MBDA, c'est le modèle de coopération industrielle européen qui est le plus abouti, puisque c'est celui dans lequel figure, je pense qu'Éric Béranger vous l'a expliqué, c'est celui dans lequel figure une mutuelle dépendance entre les Français et entre la France et le Royaume-Uni, puisque nous avons chez MBDA des centres d'expertise, des centres d'excellence qui sont dédiés et qui sont uniques dans un des 2 pays. Il y a 4 centres d'excellence, il y en a 2 qui sont au Royaume-Uni, il y en a 2 qui sont en France, et nous sommes mutuellement dépendants l'un de l'autre. Donc c'est le modèle le plus abouti, ça, qui existe. Il a été construit sur une base bilatérale. J'ai évoqué dans le domaine des bâtiments de surface la joint venture Naviris entre Naval Group et Fincantieri. Ça aussi, ça démarre sur une base bilatérale. Peut-être qu'un jour, le chantier naval espagnol qui s'appelle Navantia les rejoindra. Peut-être qu'un jour, ce sera l'allemande de TKMS. Je ne sais pas. Mais c'est quand même comme ça que l'on agrège petit à petit l'industrie européenne. Démarrer sur une base communautaire à 20, 25, 26, franchement, ça me paraît quand même un défi énorme. Donc je crois que c'est quand même la meilleure façon de procéder. Alors sur le contrôle à l'exportation, je suis désolé monsieur, moi je n'ai pas en tête ce qu'était exactement le COCOM, donc je ne vous répondrai pas là-dessus. Par contre, ce que je vous dirais, c'est ce qui a été, je crois, évoqué dans la question précédente, c'est-à-dire effectivement aujourd'hui, par vous monsieur, pardon, nous avons avec les Allemands passé en 2020, l'accord dit un accord de règles d'exportation qui a été convenu entre nos 2 pays. Et cet accord, qui précise un petit peu les conditions d'exportation, la façon dont nous nous concertons, la façon dont tel ou tel pays peut s'opposer à l'autre lorsque ses intérêts de sécurité sont mis en péril ou autre, etc. Cet accord d'exportation donc bilatéral franco-allemand, il a été élargi à l'Espagne. Donc il est désormais trilatéral. Alors par contre, quand vous me dites qu'il faut aller demander, comme c'était, paraît-il, dans le COCOM, l'avis des Américains, non. Mais dans le COCOM, c'était quand même plus du type MTCR, contrôle des technologies, d'accord, éviter que ça tombe un accord de contrôle des armements. Ouais, l'accord de contrôle des armements, c'est pas la même chose. On n'interrogeait pas pour savoir si c'est pas la même chose. Exporter du Mirage. Je continue à dire et à penser qu'il faut que nous gardions notre liberté d'exportation. Vous savez très bien d'ailleurs que c'est, pardon, je ne l'ai pas dit, mais j'insiste là-dessus, la politique que nous menons en matière d'exportation est extrêmement contrôlée. Toute licence d'exportation doit être, y compris au stade amont de la prospection, doit être accordée par la commission, nous appelons la CIEMG, Commission interministérielle d'exportation, d'études et d'exportation des matériels de guerre. Merci, monsieur l'ex-secrétaire général de la Défense nationale. Sous l'autorité du SGDSN, donc du Premier ministre, c'est elle qui statue. La DGA ne donne qu'un avis technique, c'est pas du tout nous qui décidons, c'est pas l'industrie non plus, c'est le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre et du SGDSN qui donne ces autorisations. Et c'est extrêmement contrôlé, donc c'est parfaitement régulé et contrôlé. Donc il faut que nous passions effectivement, en particulier sur les programmes en coopération, mais pas que. L'accord franco-allemand que j'évoque a été élargi aux Espagnols, a défini les règles de concertation en matière d'exportation pour les programmes en coopération eux-mêmes, quand nous les faisons en franco-allemand, mais aussi pour les programmes des Français qui contiennent des équipements allemands, parce que ça peut arriver sans que ce soit de la coopération, et réciproquement.
Donc c'est comme ça que ça peut marcher et se développer. Et moi, je pense que ce système est le bon. Je pense que ce système est le bon. Alors, l'aviation de combat du futur. L'aviation de combat du futur avec les Allemands. Nous avons engagé ce programme en commun donc avec les Allemands, puis avec les Espagnols, qui nous ont rejoints assez rapidement, en 2019. Nous avons mené donc des études d'architecture du système de combat aérien du futur. Le système de combat aérien du futur, c'est un avion, des effecteurs, des drones accompagnateurs, un système de combat collaboratif, des senseurs, évidemment, etc., dont la maison Thales doit connaître. Donc, nous avons également mené des premiers travaux de développement technologique pour chacun de ces différents sous-ensembles. Accessoirement, il faut aussi des moteurs. Je les avais oubliés, j'espère qu'il n'y a personne de Safran dans la salle, parce que si. Voilà, nous en sommes là. Nous avons le 30 août 2021, signé un accord de coopération pour la phase ultérieure, qui est une phase qui doit aboutir à une démonstration en vol, un démonstrateur de ce système, donc encore une fois l'avion et puis tout ce qui va autour et qui est dedans, pour l'horizon 2027. Bon, cet accord de coopération qui a été signé par les 3 ministres des armées ou de la défense le 30 août dernier, c'est-à-dire Florence Parly pour nous, bien sûr, il faut maintenant le transformer en contrat en bonne et due forme. La DGA que je représente, nous sommes l'agence exécutive de ce programme, c'est-à-dire c'est nous qui passons le contrat correspondance industrielle des 3 pays, et il faut que nous arrivions à faire en sorte que ces contrats soient acceptés et agréés par les différents industriels. Et actuellement, ce n'est pas encore le cas. Nous avons encore un peu de travail à faire pour arriver à cet accord. J'espère que nous allons y arriver le plus rapidement possible. Il est vrai que ce n'est pas simple, en particulier pour ce qui concerne l'avion, entre tel ou tel industriel de nos différents pays. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. C'est galamment dit. Absolument. Alors, je vais prendre les dernières questions. Monsieur, je regarde, il y a des questions dans le fond, là, les étudiants qui sont tout en haut, que je ne verrai pas assez. Non? Attendez, alors, il y a vous, monsieur, allez-y. Donc, moi, je veux rebondir sur le SCAF, et notamment, vous avez dit que lorsqu'on fait des projets en coopération, cela permet, entre autres, de partager les coûts de recherche. Oui. Cependant, le programme Rafale que nous avons mené seul nous a coûté bien moins cher qu'à tous les acteurs individuels de l'Euro-Typhoon. Comme par exemple, l'Allemagne, ça a coûté 60 milliards, nous, c'était 45 milliards. En définitive, le Rafale est plus performant, moins coûteux, il a été réalisé dans des délais dans des délais plus courts et correspond... vous n'êtes pas d'une industrie, hein, vous êtes un étudiant. Je suis étudiant. Voilà, c'est ce qui me semblait. Non, parce qu'on pourrait croire finalement, mais que vous êtes de chez... Non, d'un industriel qu'on estime beaucoup par ailleurs. Allez-y. Et donc voilà, donc le Rafale en définitive a été réalisé dans des délais bien plus courts et correspond parfaitement aux attentes de l'armée française. Je veux donc vous demander, y a-t-il à tirer ici une leçon à tirer, notamment pour le SCAF? Très bien. Alors il y a monsieur là-haut qui attend depuis très longtemps, voilà, et puis après on reviendra par ici. Et ce sera nos dernières questions. Allez-y, monsieur. Oui, merci. Oui, j'ai été surpris que dans votre exposé, à aucun moment vous n'évoquiez les États-Unis. Est-ce à dire que technologiquement, nous sommes aujourd'hui totalement autonomes par rapport aux Américains, ou que nous visons l'autonomie au futur? Merci. Alors, c'était vous? Alors, Nicole. Nicole Niesotto. Une petite question. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment très, très clair et intéressant. Moi, j'ai une question. Il y a un acteur dont vous n'avez absolument pas parlé. Vous avez parlé des 3, les armées, les États et les industries. Mais il y a, entre guillemets, l'opinion publique représentée ici par le Parlement européen. Or, on a déjà vu que le Parlement européen, je crois sous l'impulsion des Verts, qui ont gagné beaucoup de sièges lors des élections de 2019, avait déjà baissé pratiquement de moitié le Fonds européen de défense. Deuxièmement, le Parlement européen, et pas seulement le groupe environnement, mais beaucoup de groupes est très sensible
à la question des exportations, notamment vis-à-vis de l'Arabie saoudite et vis-à-vis des conflits sur lesquels le Parlement a une certaine sensibilité, que ce soit en Érythrée ou ailleurs. Et donc, est-ce que vous ne craignez pas que votre affirmation qui est « la France est souveraine sur ses exportations », ce que je partage, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu court et qu'à l'avenir, il faudrait quand même trouver une façon, non pas de demander les autorisations à nos partenaires européens, mais quand même d'inventer peut-être des critères ou d'inventer, ça les juristes savent faire ça, mais d'avoir quand même un dialogue qui soit autre que c'est mon droit et j'applique ce que je veux. Merci. Alors, je crois qu'il y a une dernière question. Il y a eu dans les discussions qui étaient évoquées avec l'Allemagne des discussions de cadrage, comme on a nous des directives de haut niveau sur voilà. Mais je laisserai le délégué général répondre. Alors, Monsieur Werndes, c'est vous, c'est les internautes, c'est la dernière question. Pas moi véritablement, c'est à vrai dire les internautes encore une fois qui sont assez actifs. Et vous avez notamment évoqué cet écosystème autour des politiques d'armement qui se concentrent sur l'armée, la DGA et l'industrie. Mais quid du domaine de la recherche? Est-ce qu'il ne pourrait pas rentrer au sein de ce triumvirat et n'est-il pas aussi une composante importante de ces derniers? Merci beaucoup. Merci, c'était la dernière question. Et maintenant, voilà, attendez, je commence par la dernière question. La recherche, ça fait partie de notre politique d'innovation dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne l'ai pas évoqué explicitement, mais dans le milliard d'euros que nous consacrons annuellement à nos dépenses de recherche et d'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des partenariats avec les organismes de recherche, avec les académiques. Et il y a grosso modo, chaque année, entre 50 et 100 millions, je parle de mémoire, mais c'est un ordre de grandeur que je peux vous donner, d'argent qui est consacré à ces partenariats avec les académiques, le CNRS, l'INRIA, etc., etc. Donc la recherche fait partie de notre démarche d'innovation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous en sommes très contents et nous sommes bien conscients de l'importance. J'ai pas parlé des technologies du futur. Dans le quantique, par exemple, nous avons investi dans des start-up du quantique avec les 2 fonds d'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment une dimension qui existe et qui fait partie de notre politique d'innovation. Alors, le Rafale est le meilleur avion du monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je suis d'accord avec vous, le Rafale est le meilleur avion du monde. Bon. Alors, vous dites qu'il a coûté 45 milliards. Oui, 45, 50, bon, enfin, plusieurs dizaines de milliards. Vous dites que l'Eurofighter a coûté je ne sais pas combien. Je ne connais pas les chiffres exacts. Bon, ceci étant, est-ce que quand même la coopération, je l'ai dit tout à l'heure, elle a plusieurs raisons qui sont politiques, support à la construction de l'Europe de défense, opérationnel, garantir l'interopérabilité entre nos armées lorsqu'elles agissent en coalition en particulier. Sur le plan économique, on gagne quand même de l'argent en coopération. On n'en gagne pas peut-être autant que ce que l'on pourrait espérer, mais on en gagne. Je me souviens quand j'étais jeune ingénieur, Louis Gauthier a rappelé tout à l'heure ce que je faisais quand j'étais jeune, on avait une brillante équation qui disait que la coopération, ça coûtait racine de n sur n, n étant le nombre de pays participants. Je vois que certains connaissent dans la salle. Bon, c'est très approximatif, mais quand même, le programme en coopération, effectivement, augmente proportionnellement à la racine carrée du nombre de participants, mais comme vous divisez par le nombre de participants, racine de n sur n, sauf erreur de ma part, du moins dans le temps, c'était inférieur à 1. Bon, non, mais je caricature, là, je m'amuse, si vous permettez, mais je crois fondamentalement que c'est vrai, quand même. On partage des coûts non récurrents, on partage des stratégies de soutien, donc les coûts correspondants, on augmente les séries, donc le coût de série, le coût unitaire diminue. C'est vrai. Je ne dis pas que Dassault, qui a déjà fait, puisque c'est de lui dont vous me parlez, si j'ai bien compris, qui a déjà fait le Rafale comme étant le meilleur du monde, ne serait pas capable de faire tout seul l'avion de combat du futur ultérieur. Mais encore faudrait-il qu'on puisse le financer, nous-mêmes, les Français, et que, surtout, ça me paraît dommage qu'on n'essaye pas de le faire en européen. Donc j'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'on va y arriver. Les Américains, cher monsieur, oui, je ne l'ai pas dit. Non, nous avons encore des dépendances vis-à-vis des Américains. Encore des dépendances vis-à-vis des Américains. J'ai évoqué tout à l'heure le drone. Le drone Reaper, on va le remplacer par le Rafale.
Mais il n'empêche que nous avons des avions que nous achetons, les avions de guerre aériens de notre porte-avions, ce sont des avions américains. Les avions d'alerte aérienne que nous appelons les AWACS, ce sont des avions américains. Des avions de transport lourd, nous n'en avons pas, nous sommes obligés de faire appel aux Américains. Nous avons encore des dépendances fortes vis-à-vis des Américains. Nous essayons petit à petit, l'exemple de l'Eurodrone le montre, de nous dégager de ces dépendances vis-à-vis des Américains à l'échelle européenne. Donc c'est bien une stratégie que nous avons. Et puis nous avons aussi, évidemment, avec les Américains, la problématique ITAR. La problématique ITAR, c'est-à-dire la réglementation américaine qui permet aux Américains de décréter, donc soumis à des règles de contrôle d'exportation de leur part, le moindre composant, la moindre technologie qui se trouve dans nos matériels. Donc nous cherchons à désitariser, comme on dit, de plus en plus nos armements parce que pour éviter d'avoir de la part des Américains un droit de contrôle, voire un droit de veto sur ce que nous pouvons faire de nos matériels, en particulier quand il s'agit de les exporter, pour revenir au sujet précédent. Alors, ensuite, Mme Menezioto, vous avez raison, par définition, dans ce genre d'exercice, je suis un peu caricatural, un peu brutal. Comme le disait Louis Gauthier il y a un instant, ce que nous avons cherché à faire avec les Allemands, et ce qui a été élargi avec les Espagnols, c'est justement de nous mettre d'accord sur une base puis trilatérale, sur des règles d'exportation coordonnées, harmonisées entre nos différents pays. Oui, pour aller dans le sens de cette ouverture, de cette recherche d'harmonisation, de coordination. Mais non s'il s'agit d'accepter des oukases du style « vous n'exporterez plus que vis-à-vis de tel ou tel pays ». Donc il faut travailler ensemble. Le Parlement européen, vous avez raison, va certainement émettre son avis lorsque la boussole stratégique va sortir. De toute façon, la boussole stratégique qui va être sortie par l'Europe, elle va être ensuite soumise au Parlement européen. Il va y avoir des débats là-dessus. Moi, je pense qu'il faut progresser ensemble avec les différents pays européens là-dessus, mais il faut être très vigilant quand même sur nos prérogatives. Il ne faut pas, vous avez raison, j'ai caricaturé la position en disant Scrognonieux, c'est comme ça. Oui, non, il faut être plus fin. Mais rassurez-vous, dans les négociations, nous essayons de le faire. Bon, vous avez dit, pourquoi j'ai noté divisé par 2 ? Qu'est-ce que vous m'avez dit, divisé par 2 ? Ah, je ne sais pas. Non, c'est pas vous. Divisé par 2. Le budget du Fonds européen. Ah oui. Non, ouais, voilà, c'est ça. Si. Non, mais je voulais réagir là-dessus. Je voulais réagir parce que j'ai eu la même réaction, parce qu'on a vu ça au moment où le Fed est sorti. On a dit, effectivement, oh, c'est scandaleux, le Fed, on voulait avoir 13 milliards, on n'a eu que 8 milliards. Oui, ça dépend des conditions économiques. On était au départ à 21. On est tombé à 13. Oui, mais cher professeur, on était à 0 jusqu'à présent. Vous avez raison. Enfin, oui, c'était de la monnaie de papier. Enfin, tant que ce n'était pas un accord. On est passé de 0 à 8 et pas de 21 à 8. On est passé de 0 à 8. Vous voyez que je défends l'Europe. Non, si vous permettez, parce que juste avant les élections européennes, il y a eu un premier vote du Parlement européen, donc le précédent Parlement européen, qui a accepté 13. C'est une impulsion des Allemands. Ah, mais ça, d'accord. Mais il n'empêche que, on est passé de 0 à 8 en résultat final. C'est vrai. Il faut quand même voir le verre à moitié plein. Et comme vous l'avez souligné, comme ça avait déjà été dit, notamment sur le volet recherche, ce que apporte le budget européen chaque année, c'est plus que l'équivalent d'un budget moyen de recherche des 25. Bien sûr. Nettement. Et parce que c'est pratiquement 500 millions. Donc, quels sont les pays qui ont 500 millions d'euros fléchés sur du financement de recherche de défense? On a évoqué l'effort français à 1 milliard, mais après, on tombe très vite. Et puis après, on tombe encore plus vite parce que les Britanniques doivent être à peu près dans notre gamme, les Allemands plus bas. Plus bas, oui. Tous les autres sont plus bas. À 700, puis après on tombe à 200, 300 pour les Italiens, et puis après à rien, pratiquement. Donc voilà, ça permet aussi, c'est vrai, de relativiser ou de tout remettre en perspective. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, moi j'espère que je vous ai convaincu que d'abord,
il faut que la France poursuive sa politique d'armement telle que j'ai essayé de vous la résumer dans la première partie de mon intervention. Et que deuxièmement, cette politique, effectivement, il faut l'ouvrir à l'Europe, mais avec tous les considérants, toutes les précautions, toutes les difficultés que nous avons devant nous et qu'il faut que nous résolvions ensemble. Mais je crois que nous sommes quand même nous sommes sur une bonne voie, et je crois que ces dernières années, ces 4-5 dernières années, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Et dans le bon sens quand même. Monsieur le délégué général, un très grand merci. Et lundi prochain, nous nous retrouverons en compagnie d'Isabelle Sorbès-Verger pour parler de l'espace. Merci à vous toutes et tous. Domaine sur lequel je n'ai pas eu de questions.